Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous mettre à votre disposition une autre vidéo dans laquelle je vais m'intéresser au thème de la mécanique. Et je vais traiter les sujets de mécanique proposés au baccalauréat marocain pendant l'année 2013 dans les trois options SVT, PC et sciences maths. Bon, les sujets sont disponibles sur le web. Je vais mettre à votre disposition aussi dans un lien au-dessous de la vidéo traduction des sujets qui sont proposés en arabe, en français, que vous pouvez télécharger. La mécanique de cette année a traité un certain nombre de problèmes comme le mouvement de translation, chute libre, chute parabolique, mouvement d'une bille dans un liquide avec les de frottement et la poussée d'Archimède, l'oscillateur horizontal, pendule de torsion et les lois de Kepler. Donc vous voyez, on va aborder plusieurs notions importantes de la mécanique. Bien, donc on va commencer par le sujet de SVT de 2013. Il s'agit bien sûr d'étudier le mouvement d'un solide S sur un plan horizontal. Le sujet partagé en deux parties. La première partie, le solide est soumis à une force constante F. Dans la deuxième partie, il va être soumis à une force créée par un ressort, autrement dit un mouvement oscillatoire. Et la première question, on vous dit, lorsqu'on soumet le solide à la force F, déterminez l'équation vérifiée par x de g, l'abscisse du centre de gravité x. Bon, pour tous les problèmes de la mécanique, vous allez voir, on va toujours adopter le même canevas, savoir que d'abord définir le système étudié, ensuite quelles sont les forces appliquées et enfin utiliser la deuxième loi de Newton et projeter cette loi sur un repère ou un axe bien déterminé. Et bien dans ce cas-là, le système étudié c'est le solide S. Les forces appliquées, il y en a trois. Il y a le poids du corps, il y a la réaction horizontale du fil puisqu'il n'y a pas de frottement, donc elle est perpendiculaire au plan, et enfin la force exercée par le fil. Bien, donc principe, deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m gamma, gamma ou bien l'accélération qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Il suffit de projeter donc cette relation sur l'axe AI. Donc la projection de P et de R sont nulles. Il vous reste juste M, F est égal à M fois A est égal à M d de V sur d de T. Donc on va intégrer une première fois. Donc dérivée de T sur d de T, c'est d carré de X sur dt carré. Et donc on arrive à l'équation différentielle vérifiée par xg, c'est-à-dire d carré de X sur dt carré est égal à F sur M. Donc on nous demande tout de suite de déduire la nature du mouvement. Donc le mouvement d'abord c'est un mouvement rectiligne et ensuite on va déterminer est-ce que c'est un mouvement uniforme ou bien uniformément accéléré ou bien uniformément retardé. Donc pour cela on sait que l'accélération est égale à une constante, donc c'est F sur M. En plus c'est une accélération est positive, la vitesse elle est positive puisque le mouvement se fait dans l'axe direction positive du mouvement. Et pour savoir s'il est retardé ou accéléré, il suffit de calculer le produit scalaire A scalaire V qui dans notre cas est égal à A fois V puisque A est parallèle à V et de même sens. Donc le produit scalaire est positif, donc c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Question 2, on nous demande de déterminer l'accélération. Donc toujours, il suffit de regarder quelles sont les données dont on dispose. Donc toujours placer devant vous les données dans une feuille séparée, ça aide beaucoup à répondre aux questions. Donc on nous donne la vitesse du solide au point B et on nous donne le temps qu'a mis le solide pour parcourir la distance AB. Donc si je connais la vitesse, expression de la vitesse en fonction du temps, je peux déterminer l'accélération. Or A c'est dérivée de V sur d de t qui est égal à donc A est égal à la dérivée de V sur d de t. Autrement dit, si on intègre, V est égal à A fois t plus une constante. D'accord. Donc
Or, la constante, on va la déterminer par les conditions initiales. A t égale à 0, c égale à 0, v égale à 0. Donc, la constante c égale à 0. Donc, la vitesse est égale à a fois t. Donc, puisque a est égal à une constante, donc la vitesse est égale à a fois t. Autrement dit, si je connais la vitesse au point B et le temps d'arrivée au point B, je peux déterminer a qui est égal à v de b sur t de b, 1 mètre par seconde. Enfin, on nous demande de déterminer la valeur de la force appliquée. Puisqu'on connaît l'accélération, on va déterminer bien sûr directement la force, c'est m fois gamma fois l'accélération, et qui est égal à 0,15 newton. Vous voyez que souvent, dès qu'on vous demande de calculer une constante, la question suivante, il faut penser à la valeur déjà trouvée. Donc F est égal à m gamma, c'est 0,15 newton. Bon, maintenant, dans cette deuxième partie, on va soumettre le solide, cette fois-ci, à une force exercée par un ressort. Donc on va avoir un mouvement oscillatoire. Donc toujours, même chose, le système étudié sur le solide S. Les forces appliquées, en plus du poids et de la réaction, il y a bien sûr la force exercée par le ressort. Et cette force est égale à moins K fois X, suivant I. Vous voyez bien, si X est positif, la force est dirigée opposée à l'axe. Donc bien sûr, si le solide de ce côté-là, il est attiré par le ressort. Si le solide de l'autre côté, il est repoussé par le ressort. Donc on retrouve bien l'expression t égale à moins k fois x suivant i. Donc pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par x de g, toujours la même chose. Deuxième loi de Newton, et projeter cette loi sur un axe. Dans ce cas-là, c'est toujours l'axe horizontal AX. Donc la projection du poids et de R sont nulles. Il va nous rester juste T est égal à M gamma. Et donc en remplaçant T par sa valeur, vous voyez qu'on retrouve l'équation différentielle classique d'un ressort horizontal. X seconde plus K sur M fois X est égal à 0. Bon, c'est une équation qu'on retrouve dans la pendule simple, de pendule de torsion, donc pas mal, et qui s'écrit en général sous la forme générale x seconde plus oméga carré x égale à 0. Et oméga, c'est la pulsation du mouvement. Autrement dit, à partir de oméga, on peut facilement retrouver la période qui est égale à 2pi sur oméga. Donc dans notre cas, oméga, c'est racine carrée de k sur m. Ça vous permet de déterminer facilement l'expression de la période du mouvement. Donc, on nous dit dans la question de déterminer la valeur de K, mais on nous donne quoi? On nous donne le temps. Le corps a fait 10 oscillations pendant 10 secondes. Voilà les données. À partir de ces données-là, on nous demande de déterminer K. Or, 10 oscillations pendant 10 secondes, ça veut dire une oscillation. La durée d'une oscillation est 1 seconde. Et c'est quoi une oscillation? C'est un va-et-vient. Ça veut dire c'est une période. Et donc, on connaît la période est égal à 1 seconde. Or, la période s'écrit directement en fonction de K et de M. Et puisqu'on nous donne déjà M, on connaît la période, donc on peut déterminer facilement l'expression de K qui est égale à 4pi carré fois M sur T carré. En remplaçant par la valeur numérique donnée, on trouve K égale à 10 newtons par mètre. Dans la question 3, on nous donne la solution de cette équation différentielle qui s'écrit sous la forme xm cosinus 2pi sur t fois t plus phi, ou bien oméga t plus phi, c'est la même chose. Et on nous demande de déterminer l'expression de x. Ça veut dire tout simplement il reste deux inconnus à déterminer, c'est phi et l'amplitude xm, toujours à partir des données. Donc qu'est-ce qu'on dispose comme données? On dispose de la valeur de l'amplitude à t égale à 0, qui n'est autre que xm, et on dispose de la vitesse de la position de x à t égale à 0. On connaît qu'à t égale à 0, on lâche le solide à partir de la position xm. Donc avec ça, on va déterminer xm et phi. Donc à t égale à 0, x est égal à xm. Donc en remplaçant dans l'expression de x de t, on trouve cosinus phi est égal à 1. Et par conséquent, phi égale à 0. Et comme à t égale à 0, x est égal à x0 est égal à xm, donc xm est égal à x0 est égal à 4 cm. Donc x de t, c'est 4 10 puissance moins 2 cosinus de pi fois t. Question suivante,
on nous demande de déterminer l'expression de la vitesse. Bon, si on connaît l'expression de x, la vitesse, c'est tout simplement la dérivée de x par rapport au temps. Donc, en dérivant de cette expression, la dérivée de cosinus alpha fois t, c'est moins alpha sinus alpha fois t, avec alpha égale à 2pi. Donc, ça vaut donc 2pi moins 2pi fois 4, ça veut dire moins 8pi sinus 2pi fois t. Et enfin, on nous demande de déterminer la valeur de cette vitesse lors du passage du solide pour la première fois par le point O dans le sens positif. Il faut bien faire attention dans le sens positif, parce que si on tire la solide et on le lâche sans vitesse initiale, il va d'abord passer par la première fois par O, mais dans le sens négatif, ensuite arriver à son amplitude maximale, ensuite revenir, et pendant ce cas-là, c'est pendant cet instant-là qu'il va passer par O pour la première fois dans le sens positif. Voilà, donc on le lâche sans vitesse initiale, il va faire un aller, c'est-à-dire la moitié d'une période. Là, il est passé par O, mais dans le sens négatif. Ensuite, il va revenir et arriver au point O à cet instant-là. Et donc le temps entre T0 et le temps de passage par le point O pour la première fois, c'est combien? C'est T sur 2 plus T sur 4, c'est 3T sur 4. Donc en remplaçant T ici par 3, c'est T sur 4. Donc vous avez la vitesse du point à la vitesse à cet instant-là qui est 0,25 mètres par seconde. Donc voilà pour l'option SVT. Maintenant on va passer à l'option PC, toujours 2013, la partie mécanique. Là, on va s'intéresser au mouvement de chute parabolique. Donc, une balle de volée qui va être émise à partir du point A avec une vitesse initiale V0. On va étudier ce mouvement avant qu'il arrive dans le terrain inverse. Donc, on nous dit que de déterminer l'expression de V de x et de V de y en fonction de la vitesse initiale, du temps de l'apesanteur G, accélération de pesanteur. Voilà. Donc là, seule chose, il faut faire attention qu'à t égale à 0, la vitesse n'est pas nulle. Donc il possède deux composantes, V0 cosinus alpha suivant x et V0 sinus alpha suivant y. Deuxième point, qu'à t égale à 0, x0 est égal à 0, mais y0 n'est pas égal à 0, est égal à h. Donc toujours système étudié, force appliquée, ensuite projection sur x ou y, et vous aurez tout. Donc système étudié, la balle, force appliquée, le poids, P égale à mg. Il n'y a que le poids parce qu'il n'y a pas de frottement. En appliquant la deuxième loi de Newton, on trouve que G est égal à A. Accélération est égale à G, qui est égal à D de V sur D de T. Donc en projetant cette relation sur l'axe des X, puisque l'axe des X est perpendiculaire à G, donc D de Vx sur dt égale à 0. Sur l'axe des Y, ça nous donne d de Vy sur dt, c'est moins mg, parce que l'axe des Y, cette fois-ci, est orienté vers le haut. En intégrant une première fois, donc là, ça veut dire v de x égale à une constante, et donc est égal à sa valeur à t égale à 0, ça veut dire v0 cosinus alpha, et vy est égal à moins g fois t plus une constante, comme à t égale à 0, vy égale à v0 sinus alpha, donc cette constante, c'est v0 sinus alpha. Donc voilà l'expression de V de x et voilà l'expression de V de y. G égale à 10, donc moins 10 fois t plus V0 sinus alpha et V de x égale à V0 cosinus alpha. Dans la deuxième question, on nous donne cette courbe-là qui représente l'expression de la vitesse en fonction du temps. On nous demande de déterminer, de vérifier que V0 est égal à 13,6, que alpha égale à 17. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette courbe? Donc on retrouve bien sûr le fait que v de x égale à une constante, qui est v0 cosinus alpha. Donc ça veut dire v0 cosinus alpha est égal à 13, d'après cette courbe-là. Donc 5 et 5, 10, plus 3, ça fait 13. Ensuite, on voit bien que vy est une droite de pente négative. La pente, c'est moins g, on l'a déjà déterminé. Il suffit de déterminer la constante b, c'est-à-dire v0 sinus alpha. Donc, voilà. Et pour déterminer la constante b, là, il suffit de prendre v de y à t égale à 0. Et à t égale à 0, vous voyez que v de y est égal à 4. Donc, v de y, c'est moins 10 fois t plus 4. Donc, on connaît l'expression de v de x et v de y.
Donc on peut déterminer tangente alpha, puisque V0 cosinus alpha c'est 13 et V0 sinus alpha c'est 4. Donc tangente alpha c'est 4 sur 13. Donc alpha, calculatrice, ça vous donne 17 degrés. Et donc on retrouve bien notre 17 degrés. Donc ça nous met en confiance. Donc on peut continuer tranquillement son examen. Ensuite, pour déterminer V0, soit vous utilisez cette expression-là, soit V0 sinus alpha égale à 4. Connaissant V0, sur alpha, on peut déterminer V0, c'est 4 sur sinus 13, et ça vous donne 13,6 mètres par seconde. Bien. Et dans la troisième partie, on a dit de déterminer l'équation de la trajectoire dans le repère O et G. Donc on connaît l'expression de V en fonction du temps Vx, Vy. Donc il suffit d'intégrer une deuxième fois. Donc l'intégrale de V de x égale à 13, ça nous donne x égale à 13 fois t plus x0. Et comme t égale à 0, x égale à 0, donc il se réduit à 13 fois t. Et l'intégrale de cette équation, l'intégrale de t, c'est t carré sur 2. Donc ça me donne moins 5 t carré. L'intégrale d'une constante, c'est l'alpha fois t, et plus une constante, et à t égale à 0, y n'est pas égal à 0, mais est égal à h, donc cette constante est égale à h. Donc en éliminant le temps entre les deux équations, t est égal à x sur 13, en remplaçant ici t par x sur 13, on arrive à cette équation-là, qui est l'équation d'une parabole. Enfin, c'est là où il y a une petite réflexion de la question 4. On a dit, sachant que la balle n'a pas été touchée par aucun joueur, le service est-il réussi? Justifiez votre réponse. Est-ce que le service est réussi? Il faut poser la question, quelles sont les conditions pour que le service soit réussi? Donc vous avez deux conditions. La première, il faut que la balle tombe dans le terrain adverse. Et la deuxième condition, il faut que la balle passe au-dessus du filet. Ça veut dire qu'il faut que pour petit d égale à d, pour x égale à d, y doit être supérieur à h. Et pour que la balle tombe dans le chemin inverse, il faut que x soit comprise entre cette distance-là, petit d, et cette distance-là, qui est petit d plus grand d. Ça veut dire entre 9 et 18 mètres. Et pour x égale à d, il faut que y soit supérieur à h. Voilà les deux conditions. Voilà, deux conditions. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La balle tombe dans le terrain adverse. Une fois que la balle tombe, ça veut dire y égale à quoi? Y de la balle égale à combien? Est égal à 0. Donc si y égale à 0, il faut vérifier que x est compris entre 9 et 18. Donc voyons donc, posons y égale à 0, on a une équation de deuxième degré qu'on va résoudre et on va trouver deux valeurs. Donc bien sûr par la méthode des déterminants, ou bien par la méthode de delta plutôt. Donc on trouve une valeur négative qui n'a pas de sens physique parce que x doit être positif, et une deuxième valeur de 15,6 mètres, 6 mètres, elle est bien comprise entre 9 et 18, donc la première condition est vérifiée. Maintenant pour la deuxième condition, il suffit de remplacer dans cette équation-là x par 9 et voir si y est supérieur à h. Et on trouve bien 2,87 qui est largement supérieur, qui est supérieur à 2,5. Donc les deux conditions sont vérifiées. Le service est donc bien réussi. Dans la dernière partie, on va traiter pendule de torsion. Donc je rappelle d'abord c'est quoi un pendule de torsion. Donc c'est constitué d'un fil et d'une tige fixée en son centre. Donc quelques propriétés du pendule de torsion. Il possède une énergie cinétique 1 demi J θ point en carré. Donc mouvement de translation 1 demi m v carré. Donc le rôle de la masse est joué par le moment d'inertie. La vitesse, c'est la vitesse angulaire. L'énergie potentielle, c'est 1 demi c fois θ carré. Par analogie avec l'énergie potentielle d'un ressort 1 demi k x carré. Et enfin, l'énergie cinétique, l'énergie mécanique, bien sûr, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et les couples gamma de torsion, il faut connaître aussi sa valeur, c'est moins c fois θ. Et le théorème du moment cinétique, c'est j fois θ seconde, si vous voulez, m fois gamma. C'est la sommation, non pas des forces, mais des couples. Et le couple, il y a un seul, c'est moins c fois θ. Donc j θ seconde, c'est moins c fois θ. Après ce rappel, donc, passons donc
aux questions posées sur le pendule de torsion. Donc là, on vous donne, tout va être déterminé à partir de cette courbe qu'on donne, c'est l'énergie potentielle du pendule de torsion en fonction du temps, et on nous demande à partir de cette courbe-là, il faut déterminer l'énergie mécanique du pendule. Mais il faut bien faire attention à la donnée importante que à t égale à 0, le pendule est lâché sans vitesse initiale. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à t égale à 0, l'énergie cinétique est égale à 0. Or, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ça veut dire à t égale à 0, l'énergie mécanique se réduit à l'énergie potentielle. Donc, on peut déterminer l'énergie potentielle à partir de la courbe. C'est 1,8 multiplié par 1, 2, 3, 4, 5, multiplié par 5, ça nous donne 9 millijoules. Deuxième question, on nous demande de déterminer la valeur absolue de la vitesse angulaire à l'instant t égale à 0,5. Là, on passe vers la courbe, on voit qu'est-ce qui se passe à 0,5. Vous voyez que l'énergie potentielle, elle est nulle. Donc, si l'énergie potentielle elle est nulle, ça veut dire que l'énergie mécanique se réduit cette fois-ci à l'énergie cinétique. Et l'énergie mécanique en ce point est égale, toujours puisque l'énergie mécanique se conserve, est égale à 9 millijoules. Donc, à t égale à 0,5, l'énergie potentielle est nulle. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui est égale à 1 demi J oméga carré. Or, l'énergie mécanique, on l'a déjà calculé, c'est 9 millijoules. Donc 1 demi J oméga carré égale à 9, 10 moins 3 joules. Donc, il faut transformer millijoules en joules. Connaissant J, parce qu'il est donné dans l'énoncé, donc on peut déterminer oméga est égal à plus ou moins 2,5 radians par seconde. Enfin, on nous demande de déterminer le travail du couple de torsion entre l'instant t égale à 0 et l'instant t1, c'est-à-dire 0,5 secondes. Toujours là, il faut penser c'est quoi la relation entre le travail et l'énergie. Donc il y a le théorème de l'énergie cinétique. On nous dit le travail, la variation de l'énergie cinétique est égale au travail des forces extérieures. Donc la variation de l'énergie cinétique entre ces deux instants, c'est le travail de la force entre ces deux instants-là. Donc il suffit de déterminer la variation de l'énergie cinétique entre T0 et T1, mais comme on connaît plutôt la variation de l'énergie potentielle, donc on doit chercher la relation entre la variation de l'énergie cinétique et la variation de l'énergie potentielle. Or, comme l'énergie mécanique se conserve parce qu'il n'y a pas de frottement, donc la variation de l'énergie mécanique est égale à 0, ça veut dire la variation de l'énergie cinétique est égale à moins la variation de l'énergie potentielle. Et donc le travail, c'est moins la variation de l'énergie potentielle entre T0 et T1, ça veut dire c'est l'énergie potentielle à l'instant T0 moins l'énergie potentielle à l'instant T1 qui est nulle, donc ça va se réduire à l'énergie potentielle à l'instant T0, ça veut dire le travail est égal à 9 millijoules. Donc voilà. Pour ce sujet, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit toujours de faire très attention quelles sont les données dont on dispose et voir un peu quelle relation la plus proche de ces données-là. Et en général, c'est pas très compliqué. On passe maintenant au dernier sujet, c'est le sujet de sciences maths, toujours mécanique, qui va traiter cette fois-ci le mouvement de chute libre et chute dans un liquide avec frottement. Donc d'abord la première partie, vous avez une bille qui est lâchée sans vitesse initiale d'un point haut et on va étudier le mouvement de chute libre. Question, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la vitesse lors de sa chute. Or, pendant le chute libre, la seule force qui s'exerce sur la balle, c'est le poids. Donc vous avez la deuxième loi de Newton, mg est égal à A, autrement dit A est égal à G est égal à D de V sur D de T. Donc là, faire très attention à la direction suivant laquelle on fait la projection. Ici, l'axe OY est dirigé vers le bas et l'origine est prise à l'instant où on lâche la balle. C'est ça où il faut attention. Là, il faut faire attention. Ça veut dire à T égale à 0, Y égale à 0. Et à T égale à 0, V égale à V0. Et la projection du poids, c'est plus P. Donc la projection nous donne md de v sur d de t est égal à mg, donc d de vy sur d de t est égal à g, autrement dit v de y est égal à g fois t plus une constante, et comme à t égale à 0, 0y égale à 0, la constante est égale à 0. Donc puisqu'on connaît le temps d'arrivée de la balle au sol, donc on peut déterminer la hauteur. Bien sûr, il faut d'abord
trouver l'expression de y en fonction du temps. Donc calculer la valeur de la hauteur h, donc en intégrant la dernière équation, c'est-à-dire v de y égale à g fois t, l'intégrale de t c'est t carré sur 2, plus toujours une constante, mais comme à t égale à 0, y égale à 0, donc la constante égale à 0. Donc on peut déterminer h en remplaçant le t par le temps mis par la balle pour parcourir cette distance-là. Donc la balle arrive à la surface de la Terre à l'instant t1 égale à 0,41 secondes. Donc à l'instant t est égal à ta, y est égal à h. Donc en remplaçant t par sa valeur, on trouve que h égale à 0,82 mètres. Dans la deuxième partie, cette fois-ci, on va lâcher la balle, mais dans un liquide, et on a avec une force de frottement et la force d'Archimède, dont il faut tenir compte. Et comme question, détermine l'équation différentielle vérifiée par la vitesse, cette fois-ci lors de sa chute. Donc toujours la même chose. Système étudié, qui est la balle. Les forces qui s'exercent sur la balle sont décrites dans l'énoncé. Il y a le poids, la force de la résistance de l'air et la poussée d'Archimède. En projetant sur l'axe OY dirigé vers le bas, vous avez bien sûr la M gamma est égale à mg, parce qu'il est suivant y. Ensuite, les deux ils sont opposés, donc moins kv carré, moins ρ fois v fois g. Donc là, il faut faire attention, v c'est le volume de la balle, rho c'est la masse volumique, à ne pas confondre entre volume et vitesse. Et c'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc deuxième question, en utilisant la courbe suivante qui représente la variation de la vitesse en fonction du temps pendant sa chute dans le liquide, détermine la valeur de K. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette courbe? Il y a deux données importantes. Il y a l'asymptote, c'est-à-dire la vitesse limite, et la vitesse limite c'est 0,85, et il y a la pente à l'origine, et on va voir que la pente de la vitesse en fonction du temps, v est égal à fois t, et la pente de la vitesse en fonction du temps n'est autre que l'accélération. Donc d'abord, utilisons la vitesse limite. Donc pour déterminer K, on sait que la vitesse limite d'après la courbe c'est 0,85. Or, si v égale à la vitesse limite, ça veut dire que c'est une constante, la dérivée de v par rapport au temps égale à 0. Et donc, ce terme est égal à 0. Et par conséquent, on peut déduire K à partir de cette relation-là. Donc, K est égal à G fois facteur de tout ça divisé par M fois ça. Et donc, la vitesse limite, K est égal à cette expression-là. Tout est donné, ρ est donné, vitesse limite, on l'a déduit à partir de la courbe, la masse est donnée, G est donné. Donc, on peut calculer K qui est égal à 4,65 10-3 kg par mètre. Deuxième question, calculer la valeur théorique et la valeur expérimentale de l'accélération entre l'instant t égale à 0 de la balle à t égale à 0. Donc la valeur théorique et expérimentale de l'accélération de la balle à t égale à 0. Donc d'abord théorique, donc en utilisant l'équation différentielle de la vitesse, on voit qu'à t égale à 0, puisqu'on nous dit qu'à t égale à 0, le solide est lâché, la balle est lâchée avec une vitesse initiale v égale à 0. Donc si je remplace à t égale à 0, v par 0, je détermine directement l'expression de l'accélération théorique qui est g facteur de 1 moins ρ fois v sur m. L'application numérique nous donne 5,6 mètres secondes moins 2. Maintenant, pour déterminer la valeur de l'accélération expérimentale, c'est là on va utiliser la pente à l'origine. Donc on va déterminer la valeur de cette pente, et la valeur de cette pente n'est autre que l'accélération. Donc valeur de la pente, on va prendre deux points. Donc voilà, la valeur de la pente c'est delta V sur delta T. Nous prenons ce point-là et ce point-là. Donc V en ce point c'est 0,85 moins 0, et T en ce point c'est 0,15 moins T en ce point c'est 0, et ça vous donne bien 5,66 mètres par seconde, qui est très proche de la valeur théorique. Enfin, on nous demande de déterminer la différence entre les temps de chute, c'est-à-dire entre deux expériences. Dans la première expérience, y égale à h, c'est-à-dire chute libre et chute dans un liquide. Ensuite, dans la deuxième expérience, y égale à 2h. Dans la première expérience où y égale à h, on nous donne
sont deux données. Le temps d'arrivée de la balle dans le sol, c'est 0,41 dans la première expérience et 1,1 seconde dans la deuxième expérience. Maintenant, si on double la hauteur h, y égale à 2h. Donc, cas de chute libre. Donc là, c'est très facile pour déterminer T1, puisqu'on connaît la relation y égale à 1 demi gt carré. On connaît y égale à 2h, donc je peux déterminer directement T1 qui est égal à TA racine de 2. C'est dans la deuxième question, deuxième cas où il faut faire attention. Cas de chute avec frottement, parce que dans le deuxième cas, il y a deux étapes. Il y a entre 0 et 0,4 secondes, vous voyez que la vitesse augmente, mais pas de façon linéaire, donc c'est un mouvement retardé, donc c'est un mouvement, la vitesse diminue, donc augmente plutôt, voilà. Après, il va tendre vers une vitesse limite. Autrement dit, pour t supérieur à 0,4, le mouvement il est uniforme. Or, tb égale à 1,1 seconde, on voit que 1,1 seconde, donc t2 est égal à mi par la balle, donc voilà. Donc comme t est supérieur à tb, hein, d'accord, parce qu'on a doublé la hauteur, donc on voit que on a deux phases. Entre 0 et 1,1 seconde, le temps mis, ce sera entre tb, mais pour t supérieur à 1,1 seconde, le mouvement est uniforme. Et dans ce cas, il faut faire la vitesse et la distance sur le temps. Et donc, on va déterminer, donc ça c'est le temps qu'a mis la balle pour la première phase du mouvement, entre 0 et tb, et pour t supérieur à tb, le mouvement est uniforme, donc le temps mis c'est h sur v, et donc on va déterminer t2. Donc, le temps que sépare l'arrivée, c'est t2 moins t1, faites une application numérique, ça vous donne 1,48 secondes. Bon, dans la dernière partie, on va traiter les lois de Kepler. Donc on a dit en utilisant l'analyse dimensionnelle déterminer l'unité de G. Bon, c'est une question très classique. Il suffit de déterminer l'expression de G à partir de F est égal à M gamma. Donc G est égal à D carré fois l'accélération divisée par la masse. Donc la dimension de G, c'est la dimension d'une longueur au carré fois la dimension d'une longueur divisée par seconde au carré. Ensuite divisé par la dimension d'une masse. Autrement dit, la dimension de G, c'est mètre au cube seconde moins 2 par kilogramme. Donc deuxième partie, on nous dit que on désigne par T1 la période du satellite sur la trajectoire de basse altitude de rayon R1 et T2 la période de la trajectoire sur la haute altitude, et on précise que sur la haute altitude, la satellite est géostationnaire. Donc ça veut dire tout simplement que T2 égale à 24 heures. Donner l'expression de T1 en fonction de R1, R2 et T2. Et là, il faut utiliser les propriétés de l'ellipse. Deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à M gamma. Donc, projetons sur la normale, donc sur la normale la trajectoire, sur la normale l'accélération c'est V carré sur R. Donc ça nous permet de déterminer V en fonction de R. Et on sait que V c'est R oméga. En remplaçant R qui est égal à 2pi sur T, donc ça veut dire R est égal à V fois T sur 2pi. En remplaçant V par sa valeur, on va déterminer une relation entre la période et le rayon de l'orbite. Donc ça c'est la troisième loi de Kepler. En appliquant cette relation-là pour les deux trajectoires, sur la première orbite et sur la deuxième orbite, en faisant le rapport, on trouve facilement la relation entre T1 et T2. Comme je dis tout à l'heure, il faut bien noter qu'on nous dit dans l'énoncé le satellite est géostationnaire sur l'orbite de rayon R2, donc sa période est égale à celle de la Terre 24 heures. On connaît R1, on connaît R2, donc on peut déterminer donc T1 qui est 1,52 heures. Enfin, on nous dit soit E un point qui appartient au petit axe de l'ellipse, donner l'expression de l'accélération au point E en fonction de Gm et la distance OE qui est égale à petit a et déterminer sa valeur. Donc là, on va utiliser quelques relations de l'ellipse. D'abord, l'accélération, c'est G fois M sur la distance au carré. Donc il suffit de déterminer la distance du satellite pour connaître son accélération. Donc pour déterminer la distance D, qui est la distance OE, on a deux relations. Donc on a une relation qui est donnée déjà dans l'énoncé puisque E appartient à l'ellipse. Donc OE plus O'E égale à 2A. O et O' sont les foyers de l'ellipse.
Comme E se trouve à la même distance des deux foyers, donc vous avez la distance OE est égale à la distance O'E. Donc à partir de cette relation, on trouve que OE est égal à O'E est égal à petit a. Une autre relation importante qu'il faut essayer de déterminer à partir de la figure, vous voyez que le grand axe de l'ellipse est donné par quoi? Par R1 plus R2. Or le grand axe est égal à 2A. Donc on peut déterminer petit a en fonction de R1 et R2. Donc A est égal à R1 plus R2 sur 2. Donc on connaît l'accélération, il suffit de remplacer D par R1 plus R2 sur 2 au carré. Et donc vous avez l'accélération, c'est 4 fois G, la masse de la Terre, divisé par R1 plus R2 au carré. Application numérique, ça vous donne 0,64. Donc voilà pour ce sujet de mécanique. J'espère que l'étude vous sera très utile. Donc n'oubliez pas de regarder d'abord l'énoncé qui sera, vous pouvez télécharger dans le lien en bas de la vidéo. Donc je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter par mail ou bien par message et je vais essayer de vous répondre dès que possible. À très bientôt.